Alors ce thème, il s'intitule Public-privé, pulvériser les frontières. Il n'y a même pas de point d'interrogation. Alors moi je vais en mettre un, parce qu'on vit dans une culture, en tout cas dans la culture telle qu'elle nous est transmise depuis pas mal de générations, où on a l'impression, je crois tout à fait fausse, mais en tout cas c'est des choses qui perdurent et qui continuent à se transmettre de manière quasi automatique, que dans le privé, c'est le domaine du commerce, c'est le domaine de l'entertainment, c'est le domaine du rapide, c'est le domaine des têtes d'affiche. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que c'est du court terme et que ce n'est pas associé dans nos mentalités à ce qu'on appelle une démarche artistique, une prise de risque, etc. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Nous sommes dans un lieu qui les réinvente. Il y a assez peu d'initiatives en France, mais il y en a beaucoup dans d'autres pays européens. Et il y en a beaucoup aussi dans des pays qui n'ont pas connu de ministère de la Culture et où, par définition, la culture continue à exister. Elle est d'ailleurs quelquefois aussi vivace, voire plus vivace que dans nos pays où il y a un ministère pour l'administrer. Donc aujourd'hui, selon vous, y aurait-il une nouvelle donne? Mélanie. Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience parce que, justement, moi, je suis dans aucune voie tracée. Quand j'ai découvert ce lieu grâce à Frédéric, mon mari, j'ai découvert une ruine d'une beauté incroyable, dont les murs parlaient, avec une histoire folle, puisque ça a été un des plus beaux cafés-concerts de Paris au XIXe siècle. Et puis au fil des années, ce lieu s'est transformé, rénové, régénéré, et c'est ça que j'ai ressenti en rentrant là. Et je ne me suis pas dit, tiens, on va pulvériser les frontières entre le théâtre public et le théâtre privé. Je me suis dit, j'aime ce lieu, on est passionné de théâtre, Frédéric est producteur de théâtre, et c'est marrant parce que lui, il s'étiquette comme un producteur privé de spectacles pour le théâtre public, le subventionné. Donc c'est assez marrant puisqu'il est déjà dans l'hybridation. Et moi, je fonce là-dedans comme une passionnée et je dis waouh, ce lieu me rend folle. J'aime ce que fait mon mari, j'aime mon mari, on fonce, on y va. Et je ne me pose aucune de ces questions. Et je suis mon intuition, mon envie de construire, développer, bâtir, parce que je suis faite comme ça, je pense. Et je profite aussi du fait que voilà, je gagne bien ma vie et donc je peux investir de l'argent. Sans moyens, on n'aurait pas pu aller au bout de ce projet. Votre argent? Mon argent personnel, voilà. L'argent que je gagne en allant travailler tous les jours depuis plus de 20 ans. Et en fait, c'est ça le départ de cette aventure. Mais très vite, je me dis, parce que je le connais, ce débat sur le théâtre privé, le théâtre public, moi, je découvre le spectacle vivant par la voie royale. Je vais à la MC93, au Théâtre de la Ville, à l'Odéon. Je découvre Karstorff, Martha Aller, Simon McBurney. Moi, je suis bercée par les plus grands du théâtre subventionné. Donc c'est vrai que le privé, bon, avec Frédéric, c'était difficile d'y aller de toute façon. Il m'aurait jamais embarqué là-dedans, mais même, je m'en fous. Moi, j'ai rien à défendre. Ce que je défends, c'est à un moment une grande liberté et une audace de se dire que, tiens, on va construire un truc à notre image. On construit quelque chose qui nous ressemble, qui est pertinent par rapport à nos personnalités et à ce dont on a envie au moment où on le fait. Et moi, j'avais envie d'une grande liberté. On avait un lieu en friche, on pouvait faire ce qu'on voulait, et je me retrouve dans ce que dit Pauline. Ce qui est magnifique, c'est cette sensation d'énorme liberté. Et là, pour le coup, l'argent ou la sensation d'avoir de l'argent, parce que j'investis plus que ce que je gagne aujourd'hui, je tiens à le dire aussi, je prends d'énormes risques financiers, mais en tout cas, la sensation d'avoir les moyens m'a permis de me propulser encore plus loin
Et surtout de ne pas réfléchir à commencer à mettre en place des business plans, à mettre en place un modèle, à me dire qu'est-ce qu'on va dire au réseau du théâtre subventionné, qu'est-ce qu'on va dire à la presse. Non, pas du tout. On a foncé et on s'est dit, on va ouvrir ce lieu, il faut que ce soit un lieu qui plaise aux artistes. Et ces artistes ont commencé à visiter la friche et nous ont guidés. Et nous ont dit, tiens, on aimerait bien une acoustique variable parce que sinon la musique, elle sera basique et vous ne pourrez pas accueillir tous les types de musique. Nous, on veut une salle de répétition, parce que s'il n'y a pas de salle de répétition, c'est un garage, et donc on se retrouve dans un lieu qui ne vit pas, dont on ouvre la porte à 18h et qui se referme très vite. On veut un lieu de vie, un poumon, d'où le restaurant, qui est le cœur du fonctionnement de cette maison. Et on a construit notre chemin comme ça. Et puis après, on a eu une certaine exigence dans la qualité des artistes et dans la qualité de ce qu'on allait proposer à notre public. Et c'est là qu'on a commencé à construire une équipe et à attirer à nous des individus venant du théâtre public beaucoup, du privé aussi. Et voilà, donc on s'est retrouvés face à des exigences économiques et financières. Et c'est exactement là où on est aujourd'hui. On a sorti ce petit bijou de terre et maintenant on est face à une réalité. Voilà, il va falloir trouver la voie entre le privé, le public. En tout cas, aujourd'hui, c'est essentiellement financé par des ressources privées. Voilà. Vous vivez-vous comme un mécène ? Alors moi, je me vis un peu comme une philanthrope, effectivement, mais j'ai envie d'aller au-delà de ça, parce que je ne vais pas pouvoir être philanthrope toute ma vie. Malheureusement, j'aurais une énorme fortune. Je serais très heureuse de le faire, parce que c'est extrêmement satisfaisant et enthousiasmant de pouvoir partager avec les artistes, de pouvoir leur offrir le lieu, de pouvoir leur dire « faites ce que vous voulez, on a pleine confiance en vous ». Faites ce que vous voulez. Et puis qu'il n'y ait pas de frontières entre les disciplines. Ça aussi, c'est un bonheur de pouvoir accueillir du nouveau cirque, de la musique, de l'électro, comme de la musique classique, du théâtre plus classique. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il va falloir prendre le virage. Et ce virage-là, on est dans l'hybride, on est dans du privé, mais qui a besoin d'un soutien, qui a besoin d'une adhésion de financement extérieur. Et le financement extérieur, il peut être du financement public, du financement venant de mécènes. Mais moi, je suis mécène, philanthrope, mais il y a des limites à ce que je peux faire, malheureusement. Moi, j'ai des limites, et tant mieux, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sain aussi que juste d'être là à financer. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Et cette contrainte nous permet aussi de réfléchir mieux au projet et au contenu de ce lieu et de ce qu'on veut faire réellement dans ce lieu. Vous savez jouer au poker ? Pas du tout. Mais j'ai le goût du jeu, et puis surtout je suis guidée par une conviction profonde. Voilà. Ce qu'on a fait sortir de terre, c'est essentiel. C'est beau, c'est sophistiqué, ça répond à une demande puisque les artistes sont là et ils sont très enthousiastes. Quand ils arrivent ici, c'est déjà une première réussite. Et je suis déterminée. Je ne suis pas allée au bout de mes limites. Et j'espère qu'une fois que j'arriverai à ce bout-là, la réalité me sourira. C'est-à-dire qu'on arrivera à trouver cet équilibre qui est tout à fait atteignable. Mais on peut imaginer que le désir que vous avez, d'abord, il est déjà contagieux avec les artistes qui vous accompagnent. Est-ce qu'il peut être contagieux vis-à-vis des tutelles publiques ? Oui, alors, on a un soutien de cœur, déjà. c'est déjà bien. Le ministère de la Culture, la région Île-de-France, la ville de Paris nous soutiennent, nous apprécient, nous aiment, nous envoient leurs ondes très positives, donc ça c'est génial. On a eu aussi une aide aux travaux qui représente en tout 1,3 million sur un projet de 16 millions sur le financement en fait, du lieu. Après, il y a eu des frais supplémentaires parce qu'il y a une équipe qui tourne dans ce lieu à vide depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a une adhésion. Et après, là aussi, il faut trouver une nouvelle façon d'obtenir un soutien.
Nous, on ne veut pas juste taper dans la caisse des subventions publiques pour que... Vous avez raison, il y a de moins en moins d'argent. Bah, déjà, il y en a très, très peu. Et puis, ils se battent tous pour assurer les niveaux de subvention qui leur permettent d'avoir un budget artistique qui se maintienne, même s'il est en réduction dans tous les lieux conventionnés. Donc nous, on essaie de trouver là aussi un moyen de la coproduction, quelque chose un peu vertueux, où il y a une forme de retour sur un financement qui est mis en place. Donc on est en réflexion. Et c'est là où je reste déterminée et confiante, c'est qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de participer à cette ouverture de brèche et de faire un bout du chemin avec nous. Donc je pense qu'il y a moyen de faire, mais là encore, je pense qu'il faut qu'on soit audacieux et qu'on réinvente un peu le modèle. Et pas qu'on vienne pomper dans le vieux modèle auquel on n'adhère pas vraiment. Joachim, est-on à un moment où justement s'inventent de nouveaux modèles, même si la Scala est hélas un peu isolée sur la scène française, est-ce qu'il va y en avoir de nouveaux ? Alors moi, j'ai la chance de diriger une fondation d'entreprise un peu particulière chez Fiminco, où la nouvelle donne, elle est aussi territoriale. Alors je suis obligé de vous déplacer un tout petit peu, de vous amener du centre de Paris à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Groupe Fiminco est un groupe d'immobilier commercial au départ, très implanté en Île-de-France, mais qui portait déjà un discours sur la culture par le mécénat. Un mécénat qui était ancien, de la musique, de l'Orchestre de Paris depuis 7 ans, et en particulier de mon président qui se posait la question, mais comment est-ce qu'on peut aussi essayer d'inscrire la culture dans la construction de ces nouveaux quartiers ou dans la reconversion de quartiers dans des villes aussi importantes qu'Aubervilliers, Argenteuil, Romainville. Romainville, c'est 30 000 habitants, mais aux portes de Paris. C'est une commune assez étrange parce qu'elle est enclavée, donc elle est relativement peu connue, coincée entre Pantin, Bobigny, le Pré-Saint-Gervais et Noisy-le-Sec. Et donc là aussi, ça a été l'histoire d'une rencontre avec un lieu et avec une population, avec un environnement. Ce sont les anciens laboratoires de recherche et de production de Roussel-Luclaf, qui avait fait l'histoire pharmaceutique d'une partie de l'Est parisien, qui était en friche, en fait, abandonnée depuis une dizaine d'années. Sanofi, qui avait racheté les bâtiments, les revendait, allait les détruire, en fait, allait les raser pour trouver preneur. On a découvert les lieux en l'état, des laboratoires de la fin des années 40, 10 000 mètres carrés en tout, ce qui est pas rien. Et l'histoire a commencé par une rencontre entre Fiminco et des galeries d'art contemporain. D'autres s'étaient installés à Pantin, Tadeusz Ropac en 2012, Gagossian ou Bourget en 2012 aussi, et on n'était pas nulle part non plus, on était quand même déjà dans un territoire de culture. Vous aviez parlé de la MC 93 tout à l'heure, du Centre national de la danse, de la galerie Noisy, galerie communale, donc il y a dans cet est parisien qui court le long du canal de l'Ourcq un poumon culturel qui a commencé il y a déjà longtemps, depuis les années 80. Bonjour. Bonjour Jean-François. On découvre donc un lieu qui est une friche industrielle, mais pris dans un tissu culturel qui est important. Des galeries qui avaient vraisemblablement l'envie de passer le périphérique pour trouver aussi d'autres manières de travailler. La Fondation Fiminco, qui est jeune, hein, et là moi je suis vraiment, vous parliez tout à l'heure de gravats et de poussière, on y est vraiment, on a 2 ans maintenant, qui cristallise aussi les efforts de mécénat du groupe, mais on investit donc ce lieu avec une résidence internationale d'artistes que je vais piloter au titre de la Fondation. Aujourd'hui, 5 galeries d'art, dont Jocelyn Wolf, de Paris, la galerie In Situ de Fabienne Leclerc, Jeune Création, qui est une association qui a 70 ans l'année prochaine, dirigée par des artistes pour les artistes, qui est soutenue par le ministère de la Culture, par la ville de Paris, par la région, et puis le Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France cherchait depuis longtemps des lieux pour créer leur réserve de 1600 pièces d'une collection qui nous appartient tous, qui est une collection publique, qui pour l'instant dormait chez un stockeur historique dans le nord de Paris. Donc le FRAC Île-de-France, et ça veut dire l'État et la région achètent dans le cadre de ce quartier concret un bâtiment entier qui ouvrira en début 2020, qui sera un lieu complètement accessible au public, où la totalité des réserves du FRAP seront accessibles au public. Donc en résumé, ce sera un quartier
aux portes de Paris. On est sur la ligne 5 du métro parisien. Ça, c'est la chance aussi de ce grand Paris qui est en train de s'inventer. C'est les réseaux de transport qui créent aussi des nouvelles centralités. Eh bien, c'est un quartier de 10 000 m² avec une fondation donc, qui va accueillir des jeunes artistes en résidence. On va les garder pendant 1 an. On va leur permettre de loger sur place, de travailler sur place. Mais je pense qu'on n'aurait jamais fait ce projet si on n'avait pas aussi autour de nous constitué une équipe. Mais vous voyez, j'ai 5 galeries d'art, une association et le FRAC. Je dis je, mais en fait c'est nous. Et j'expérimente un modèle qui est assez cocasse parfois, mais est assez enthousiasmant. On est depuis... alors les galeries se sont positionnées il y a quasiment 1 an pour les dernières. Le FRAC, la région l'a voté il y a 2 semaines. Et puis Jeune Création était là depuis longtemps. On expérimente en fait une espèce de forme de mise en commun. On a réfléchi à un nom en commun. Alors décider à 8... c'est plus compliqué que de décider tout seul, mais on y est arrivé, on a décidé d'un nom. On a décidé aussi de réfléchir ensemble à la manière de composer le programme artistique. Moi, je resterai maître à bord de la résidence, mais de pouvoir programmer, d'inviter ensemble, donc de ne pas avoir un vernissage, mais d'en avoir 7 autour de ces différents acteurs, de réfléchir aussi, est-ce qu'il n'y a pas, à l'heure d'aujourd'hui, dans le champ de l'art contemporain, des métiers qu'on peut mutualiser ? Est-ce qu'on peut partager un régisseur ? Est-ce qu'on peut parler d'une communication commune autour de ces institutions-là ? Et puis, voilà, je crois aussi, pour le dire comme ça, j'expérimente aussi, moi je ne suis pas seul, hein, mais les frontières d'une fondation d'entreprise. Est-ce qu'une fondation d'entreprise n'a pas aussi, dans ce cas particulier, c'est, je crois, un bon exemple, vocation à questionner les frontières ? Le principe de tout, finalement, ça reste l'intérêt général, ça reste un intérêt de soutien à la culture. La définition d'une fondation d'entreprise dans la loi de 2003, c'est le législateur n'a pas décidé de la création de ces fondations d'entreprise pour que l'impôt aille dans une autre direction. Le principe de base, c'est la défense de l'intérêt général. Nous, on a décidé que c'était le soutien aux jeunes créateurs, de le faire en Seine-Saint-Denis, à proximité des publics. Je rejoins une des questions qui était posée tout à l'heure, mais de se dire qu'on arrive aussi, en tant que fondation, à être opérateur et à être assemblier, dans l'idée même de pouvoir regrouper autour de nous. Alors la chance, c'est qu'on est certainement dans un moment très particulier de la culture. On est aussi dans un moment très particulier du Grand Paris, qui se réinvente à toute vitesse. Et puis, voilà, je crois qu'on est à un moment de bascule entre ce que nous produisons, nous allons proposer au public, même en termes d'accompagnement, d'éducation, et ce que les publics consomment aujourd'hui, pour le dire un peu de manière vulgaire. Vous parliez tout à l'heure d'un rapport parfois fragmenté à la culture, où finalement, on peut le dire autrement, c'est une autre forme de liberté vis-à-vis de la culture. C'est que on est, vous et moi, beaucoup plus libres dans les choix de sélection, de musique, de spectacles vivants, par les ressources qui nous sont données. Mais voilà, donc moi j'interroge ces questions-là et on essaye à une moindre mesure, et puis je ne sais pas si on réussira parce qu'on est dans la poussière et les gravats, mais de se dire qu'à plusieurs on est plus fort. Des galeries privées, des associations, loi 1901, une institution publique, une fondation d'entreprise défendant l'intérêt général. À plusieurs on est plus fort, et puis à plusieurs on est aussi plus fort pour que la société y gagne. Moi, j'ai trop longtemps vécu des situations. J'ai travaillé à l'Opéra de Paris, j'ai travaillé chez Tadeusz Ropac. Parfois, ce sentiment de ne pas arriver à communiquer l'art comme ce qui nous fait vibrer tous les jours, parce qu'on a la chance de côtoyer des artistes, on a la chance de rentrer dans des ateliers, dans les ateliers de production de l'Opéra de Paris. Mais comment est-ce qu'on communique cette foi qui nous porte, qui fait que on est fier aussi de porter cette culture française, un certain modèle culturel français, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le communiquer très largement à un public qui n'a plus les mêmes canaux de communication, à un public qui ne se déplace pas forcément. Vous avez beau habiter dans le 19e arrondissement, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous déplacer dans le centre de Paris pour vivre la culture, et a fortiori, quand vous êtes dans des quartiers aussi bigarrés et contrastés que ceux de Romainville ou d'Aubervilliers, comment est-ce qu'on recrée du lien par la culture? J'ai pas de solution, mais je suis convaincu en revanche que si on se met tous ensemble autour de la table, et là je parle en plus d'une situation un peu caricaturale, celle de l'art contemporain, on pourrait caricaturer le marché de l'art d'un côté, qui a beaucoup de moyens, les institutions publiques qui en demandent, des fondations d'entreprises qui cherchent leur rôle, et puis des associations qui ont cruellement besoin aussi de soutien. Mais je crois que si on se met tous ensemble autour de la table, on a matière à travailler à la fois le soutien à la création et d'essayer d'avoir une approche innovante des publics.
En tout cas, ce que vous racontez est formidable et très innovateur par rapport à ce qui se passe dans les structures qui nous paraissent un peu archaïques et qui sont peut-être un peu dépassées aujourd'hui. Et ce que vous inventez aussi, c'est une mode de gouvernance, parce que le fait d'avoir plusieurs interlocuteurs nécessite le partage, la communauté, la gouvernance commune, l'idée d'atelier refait sans arrêt et réinventé sans cesse. Donc c'est très, très, très intéressant ce que vous êtes en train de vivre, et ça deviendra peut-être un modèle. Alors on salue Jean-François Dubos. On est en train de parler du modèle entre le public et le privé. Vous êtes bien placé, Jean-François, pour bien connaître le public, le fonctionnement du système public et de ce qui s'y passe dans le domaine de la culture, et ce depuis pas mal de temps. Est-ce que vous croyez, comme vient de le démontrer Mélanie, mais aussi Joachim, qu'il y a une sorte de brèche, pour employer le terme qu'a utilisé tout à l'heure Mélanie, il y a une brèche où quelque chose d'un nouveau modèle serait peut-être en train de s'inventer? C'est peut-être le moment. De toute façon, les fonds publics sont de plus en plus rares. L'État est obligé lui-même de faire appel à des conservateurs ou à des décideurs culturels qui ont pour mission principale non pas de construire un programme culturel, mais de chercher des mécènes pour pouvoir rendre possible leur création. Donc c'est peut-être le moment ou jamais. Nécessité fera foi, Jean-François. Alors, d'abord, je vous prie de m'excuser. J'ai une journée un petit peu compliquée aujourd'hui. Je cours d'un endroit à l'autre avec un avion qui m'a foutu en l'air ma journée ce matin, qui est arrivé un peu en retard. Bon, enfin, ça, vous en fichez. Vous n'êtes pas là pour ça. Je voudrais quand même me présenter un peu. J'ai travaillé dans le privé. Je viens de la fonction publique, comme tous les gens qui sont dans le privé en France, ou presque. En tout cas, dans certains endroits. Et donc, je me suis retrouvé à la tête de Vivendi, d'abord comme secrétaire général et puis ensuite comme président. Donc, ce qui se passait à l'époque, jusqu'à une certaine époque, c'est-à-dire jusqu'à Vincent Bolloré, pour être clair, Vivendi était un grand mécène du théâtre, du cinéma, de la littérature et également de la musique, bien entendu, puisque nous étions propriétaires du premier groupe mondial de musique, Universal Music et ses petites filiales. Alors, j'étais en charge, en tant que secrétaire général, pendant 20 ans, justement de rétribuer les fonds et d'être associé à des démarches. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça maintenant. La deuxième, c'est qu'on a bien voulu me confier un certain nombre de responsabilités honorifiques, celle-là n'est pas rémunérée, dans des institutions publiques ou parapubliques où je fricote avec le théâtre des Bouffes du Nord depuis un certain temps, mais aussi avec le Châtelet, le théâtre de la ville, là j'abandonne, et puis également des festivals comme celui d'Aix-en-Provence, où on ne se lasse pas de me renouveler secrétaire général de 5 ans en 5 ans, mais là ce sera la dernière vraiment, et puis le Centre de musique baroque de Versailles, et puis des interventions privées fondées. Ce qui me préoccupe, c'est la création et d'aider des jeunes créateurs. Parce que je crois que finalement, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que c'est l'initiative personnelle, pas simplement l'initiative privée, mais l'initiative personnelle, l'enthousiasme qu'on peut avoir les uns et les autres avec quelques amis qu'on entraîne avec soi, pour porter un projet, et pour porter un projet, oui, tout simplement, qui vous séduit, parce que les gens qui sont venus vous le présenter ont une bonne bouille, y croient, sont complètement passionnés par ça, sont même complètement habités, et je crois que c'est... Et là, d'un seul coup, il y a un déclic qui se fait, et on a plutôt envie d'aider ces gens-là que les autres. Et puis aussi parce que l'État étant devenu tellement impécunieux, pas la peine de parler de l'actualité, qu'il n'y a plus rien à attendre de l'État. Il n'y a plus rien à attendre des collectivités locales, ou en tout cas de moins en moins. En tout cas à Paris, c'est clair. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que
devant la multiplication des institutions pendant une certaine époque, et bien aujourd'hui, on ne sait pas comment les faire fonctionner. Et les créateurs rongent leurs freins parce que la création est très faible, ou alors elle est coproduite avec des institutions étrangères, ce qui est une piste. Et coproduction, soutien d'un projet, vous voyez un peu vers quoi je vais, parce que je crois à ça. Pardon, je suis arrivé trop tard pour ne pas écouter la première partie de votre intervention, mais je crois que vous étiez un peu autour de ces idées. Et en effet, faisons original. Aujourd'hui, c'est plus la peine de demander de l'argent à l'État, parce que de toute façon, il vous répondra non. Et ça, je le vis dans les institutions dont je suis responsable, trésorier, donc je vois ça de très près. La municipalité de Paris fait ce qu'elle peut, mais elle peut peu. Et puis les autres municipalités, pareil. Et on en est arrivé à se demander aujourd'hui, d'ailleurs, si les grandes collectivités territoriales, telles que par exemple les régions, ne doivent pas finalement prendre leurs responsabilités, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui parce qu'elles attendent que l'État mette au pot pour y mettre elles-mêmes, faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, eh bien moi je suis la région de Toulouse, j'estime que je dois avoir un Capitole, je dois avoir un opéra, je dois avoir des galeries que je soutiens, ce qui est le cas d'ailleurs à Toulouse. La mairie de Paris, par exemple, soutient les disquaires grâce à une initiative d'un des collaborateurs de la maire de Paris. Et pourquoi elle ne soutiendrait pas les galeries? Enfin, il faut vraiment que les collectivités locales elles-mêmes pensent à ce qu'elles veulent faire réellement de leurs institutions. Et puis, Paris, c'est compliqué, puisque évidemment, c'est une ville qui a toutes les institutions de la République, plus les institutions parisiennes. Alors, qui se marchent quelquefois un petit peu sur les pieds. Ce qui est compliqué aujourd'hui, du point de vue non plus du responsable d'institutions culturelles, ce qui est difficile aussi quand on est un industriel ou quand on est un patron, un PDG, on ne peut plus faire la danseuse. Donc on ne peut pas s'offrir un théâtre, ça n'existe plus. On ne peut pas décider que... Et alors ce qui est compliqué, puisqu'on est dans un théâtre, c'est que justement le théâtre intéresse moins que la musique, intéresse moins que d'autres formes d'art. Il y a des grandes fondations d'art, dont ce n'est pas la peine de citer les noms, puisqu'elles viennent naturellement à l'esprit, qui font de l'optimisation fiscale sur ce domaine. Mais il ne faut pas croire que l'optimisation fiscale est systématique, parce qu'en réalité, les très grandes entreprises qui ont leurs institutions, qui ont des filiales à l'étranger, ou qui payent leurs impôts à l'étranger pour partie et pas seulement en France, et ce n'est pas simplement de l'optimisation fiscale, mais c'en est aussi, ne sont pas intéressés par les dispositifs fiscaux. Il faut savoir ça quand même. Vous avez beaucoup d'entreprises nationales françaises, du CAC 40 et du SBS 120, ou du je ne sais pas quoi, 150 ou 300, qui ne sont pas du tout intéressés par les dispositifs fiscaux, parce qu'ils sont déjà en déficit fiscal en France. Ils ne sont pas en déficit fiscal à l'étranger, mais ça se passe différemment. Donc, s'ils aident une entreprise musicale, théâtrale, etc., ils le font par bénévolat. C'est du parrainage, c'est de l'image, mais ça n'est pas du mécénat tel que la loi mécénat l'entendait. Et que j'entends critiquer, par exemple, de temps en temps, la fondation Vuitton. Alors Vuitton, lui, fait, parce qu'il est en France, il est installé en France, son institution principale est française, dépense de l'argent en France et exploite au maximum cette loi. C'est d'ailleurs pas choquant a priori, puisque ça a été fait pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se comportent de la même manière pour des raisons qui sont institutionnelles et presque physiques totalement différentes. Et puis il faut savoir aussi, aujourd'hui, on a un nouveau pépin, c'est que quand on est une entreprise privée, on ne peut plus faire comme avant, c'est-à-dire inviter des gens, des collègues, lorsqu'on est par exemple une société d'avocats ou de notaires, et on ne peut pas inviter les gens parce que aujourd'hui, pour des raisons de déontologie, avec la loi Sapin 2 par exemple, ou avec toutes des lois qui sont copiées sur des lois américaines, vous ne pouvez pas inviter vos clients. Parce qu'il y a un lien qui se crée et qui fausse le marché. Et vous avez même, ça va même beaucoup plus loin que ça, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez entendre comme sujet, mais enfin, ça va plus loin que ça parce que vous avez ce qu'on appelle les proxy fights, qui sont les gens qui votent pour le compte des grands fonds.
eh bien, eux vérifient sur votre rapport annuel si, par exemple, vous avez des actions sociales. Et puis, certains de ces fonds sont spécialisés dans des actions sociales, et pas du tout musicales ou pas du tout artistiques. Donc, quand ils verront que vous vous occupez de choses sociales, ils ne vous donneront pas d'argent pour l'artistique. Donc, il y a toute une série comme ça de complications qui sont récentes, d'ailleurs, depuis 3-4 ans. Sans parler de la suppression de l'ISF, pardon d'être provocateur, mais la suppression de l'ISF a une répercussion sur les dons que les entreprises privées peuvent faire, ou les privés, les particuliers. Et enfin, il y a l'initiative privée à laquelle je crois beaucoup, et l'initiative privée, qui est le troisième pilier de ce que j'avais envie de dire ce soir, j'y crois de plus en plus parce que ça facilite l'ouverture et comment dire ça, l'oxygénation des projets. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous passionne et qui vraiment vous dites celui-là, il faut que je l'aide, eh bien, vous ne posez plus les questions de savoir si c'est fiscal, si c'est ceci, si c'est cela. Vous faites partie d'un projet, c'est passionnant et vous le défendez. Et puis quand vous avez la chance d'avoir un peu de sous ou d'en avoir un peu gagné dans votre vie active, eh bien vous vous dites à quoi je vais destiner cet argent. Mes petits-enfants, de toute façon, je ne sais pas ce qu'ils deviendront. Les enfants, ils ont déjà 40 ans ou 50 ans, donc ils ont fait leur vie. Donc ça pose tout le problème de l'héritage. Mais enfin, on ne va pas en parler ce soir. Mais c'est vrai que les gens qui contestent l'héritage n'ont pas tout à fait tort. Et parce que si on mettait l'argent dans le circuit, les économies se porteraient peut-être mieux. Et donc les économies et les répercussions sur la création. Quand on n'est pas un créateur comme moi et qu'on a envie d'aider un projet de création, eh bien, je peux vous dire que c'est une satisfaction, c'est une chance, c'est un besoin, c'est un plaisir que ce soit, par exemple, aider à la rédaction d'œuvres musicales contemporaines, parce que très peu de gens s'y intéressent, donc raison de plus pour s'y intéresser. Et puis également, lorsqu'il y a des croisements entre les galeries d'art, les centres de création artistique. Mais ça, je suis très confiant parce que ça existe un peu partout, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de reconnaissance par les publics, mais c'est une œuvre aussi de longue haleine parce que jusqu'à présent, on s'était habitué à des institutions. Les institutions recevaient leur argent et puis ça vous intéresse, vous y allez. Si ça vous intéresse pas, vous n'y allez pas. Aujourd'hui, si on vous aide à participer à quelque chose, ne serait-ce qu'en vous rendant dans un endroit aussi, je sais pas, moi, prenons un exemple un peu forcé qui est le 104. Dont on peut contester certaines initiatives, n'empêche que ça vit toute la journée, cette affaire-là. Et le fait d'y aller en famille... Et le soir aussi. Et le soir aussi, oui, absolument. Donc, oui, toute la journée, j'incorporais le soir. Et ça, c'est beaucoup plus satisfaisant, peut-être pour certaines personnes qu'on doit aider, parce que ce que je voudrais dire, c'est que Françoise Nyssen, qui a été remerciée dans les conditions qu'on connaît et que tout le monde pense être je ne sais pas quoi, c'est une amie personnelle de 35 ans, donc j'en dirais sûrement pas de mal, ni de son successeur d'ailleurs, parce qu'il a les mêmes préoccupations, et c'est aussi un ami. Mais tous deux sont très attachés à traiter ce qu'on appelle la fracture sociale par la culture. Ils y croient, et je crois qu'ils auraient fait du bon travail. Enfin, là, on va voir si dimanche il est toujours là, ou bien elle, on sait qu'elle est déjà repartie à Arles. Mais ils sont passionnés par ce qu'ils font. Quand Françoise Nyssen a créé le Méjean avec son mari, cette espèce de bazar culturel au bon sens du terme, ça fait du sens. C'est un peu ce que vous essayez de faire. Et ça marche très très bien. Et Arles est, comme vous le savez, une des villes de France qui a le plus de chômage, qui est la plus endettée, qui est la plus raciste, enfin, qui est très raciste. Donc, ils cumulent tout, mais ils y arrivent quand même. Et les gens poussent la porte des initiatives. Et je crois que c'est ça qu'il faut que les uns et les autres, en tant que citoyens, on porte. Et qu'on n'attende pas de l'État ce qui ne viendra pas, alors, sauf des initiatives poussées par l'État, justement, à travers des ministres qui croient à ces choses-là et qui sont prêts à engager un peu d'argent, mais suffisamment pour que ça fasse un effet de levier et que ça encourage ceux qui sont dedans en plein, les mains dans le cambouis, à aller, à continuer, et surtout avec leur enthousiasme. Bon, voilà, moi je voulais juste dire ça.
il faut constater comme tout le monde que la culture est en crise, en tout cas financièrement. Ça doit rendre meilleurs les créateurs, ça doit rendre plus malins ceux qui s'en occupent. Et puis, peut-être vers des états généraux aujourd'hui, comme vous le disiez Laure tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une grosse fracture qu'on a le devoir d'être intelligent. Oui, ben, c'était Jacques Ralit, le regretté Jacques Ralit, qui nous manque aujourd'hui énormément, qui avait provoqué des états généraux, qui avait accompagné beaucoup de pensées sur ce domaine-là qui est difficilement maîtrisable sur le plan théorique, sur le plan politique et sur le plan concret. Moi, je voudrais remercier Jean-François d'avoir prononcé l'éloge de Françoise Nyssen, parce qu'effectivement, même si son message n'a pas réussi à passer dans des canaux médiatiques très formatés, n'empêche qu'elle avait un projet qui s'attachait à essayer de réduire par la culture la fracture sociale, que pour elle, la culture, c'est justement la construction du lien social. Je crois que c'est très important. Françoise Nyssen va le continuer ailleurs et autrement sur son propre territoire. Merci à vous trois d'avoir donné votre propre témoignage, votre propre expérience et votre propre expérimentation. Je pense qu'à partir de ce qui a été dit, vous avez de nombreuses questions. Alors le micro est à vous. Bonjour, je m'appelle Charlotte Silveira. J'aurais pas une question. D'abord, Laure le sait, j'ai salué tant que je pouvais Madame Nyssen, en particulier pour un combat que je mène depuis que je suis cinéaste, plus de 30 ans, pour la parité, l'établissement de quotas dans la culture et dans tous nos établissements. Je suis extrêmement contente d'assister à ce débat parce que vous n'évoquez pas le cinéma qui est dans un état encore bien pire. C'est absolument enthousiasmant d'entendre cette nécessité que vous venez d'exposer d'accompagner des créateurs et des créatrices dans la musique, les arts plastiques, le spectacle vivant. Le cinéma a pour chance d'avoir le Centre national du cinéma et de l'image animée qui est, depuis la fin de la guerre, extrêmement bien charpenté, avec une mutualisation de nos fonds récoltés sur les billets d'entrée et une redistribution. Toutefois, cet argent public, privé, émanant du CNC, est attribué avec beaucoup de difficultés et de partage par des commissions internes, comme un peu dans toutes les régions de la France, qui contribuent pour grande part au financement de films en salle. Le CNC a innové en proposant 1 euro du CNC pour 2 euros de la région, pour inciter les régions à s'impliquer dans la production de programmes audiovisuels, ce qui a été un souffle incroyable. En 1984, Laurent Fabius avait aussi trouvé une autre astuce. Il manquait de l'argent qui émanait avant des distributeurs, ça s'appelait un minimum garanti. Laurent Fabius, en 1984, a imaginé une autre forme de financement par une SICAV. Ça s'appelle les Sofica, qui perdurent. Et tout s'est un peu complexifié, et c'est bien normal, parce que la rentabilité des films, comme vous pouvez l'imaginer, est plus que risquée. Maintenant, les Sofica n'investissent plus, comme vient de dire monsieur, parce qu'on a une bonne bouille, parce qu'on a un bon projet, parce qu'on a de l'enthousiasme. Elles prennent toutes les garanties possibles. Donc, si vous voulez, l'initiative d'il y a 30 ans a été en quelque sorte dévoyée. Et aujourd'hui, on doit saluer la possibilité, avec des moyens techniques tout à fait modernes, intéressants, les autoproducteurs, comme vous, Madame Biessy. Moi, je viens de financer sur des emprunts bancaires un long métrage
à moindre mesure, hein, c'est pas 16 millions d'euros. J'ai financé un documentaire sur Étienne Rodagil. Je n'ai pas trouvé un centime pour parler de ce poète. Mais j'ai fait le film. Et comme vous l'avez dit, et les autres créateurs tout à l'heure, on a la satisfaction d'être arrivé à faire éclore une œuvre pour laquelle on a tout risqué et qu'on a tant voulu. Ce désir dont vous avez parlé, Mélanie, m'est allé droit au cœur, parce que je l'ai porté pendant 15 ans de la même façon. Et je salue les jeunes créateurs qui étaient là tout à l'heure, en leur faisant part que dans le cinéma, beaucoup de jeunes s'autoproduisent, s'autodistribuent en salle, ont une vigueur et une envie de créer. Merci. Merci à vous. Merci Charlotte, merci. Autre question? Merci. Alors moi, je vais vous apporter une problématique qui est une représentation de ce qui se passe en province et dans une pratique qui est la pratique amateur. Ma famille, depuis 65 ans, fait vivre une compagnie de théâtre lyrique qui se veut être un vivier, un incubateur, on dirait aujourd'hui, un découvreur de talent. Et nous rencontrons bien évidemment les mêmes problématiques, c'est-à-dire arriver à financer les productions annuelles qui vont nous permettre de donner des rôles pour une première fois à des jeunes chanteurs lyriques. Et on fait face bien évidemment à la baisse des subventions des collectivités territoriales. Et à côté, notre problème, c'est le vide du côté du secteur privé. La plupart des entrepreneurs en province vont aller se diriger vers le sport, où ils vont trouver de quoi s'éclater. Je viens de Castres. Et on a le Castres Olympique. Je vois mes amis entrepreneurs qui, les samedis soirs, sont contents d'apporter leurs clients, d'amener leurs clients dans les loges du Castres Olympique. Et quand je vais les voir pour leur dire « venez nous aider, nous sommes aussi des découvreurs de talent, nous avons aussi une entreprise associative, mais qui est une entreprise culturelle », ils ouvrent les yeux très grands et ils me demandent si c'est vraiment possible. Et donc là, la problématique que je vous pose, c'est celle du soutien de la pratique amateur en province. La compagnie que je représente, les Compagnons du Théâtre, elle existe depuis 1953. Notre grand bonheur, c'est de sortir des jeunes talents lyriques. Je vous parle par exemple d'Anaïs Constant, soprano, de Joël Subiette, qui est le directeur du chœur Les Éléments, un chœur baroque. Ils sont passés chez nous d'abord. Corinne Durousse, qui est chef de chant à l'Opéra de Paris, elle a dirigé pour la première fois un orchestre chez nous. Et nous cherchons l'aide pour découvrir ces talents, pour leur donner les premières chances. Qui veut répondre? Merci infiniment. Mais c'est vrai que la culture, on en reparlera peut-être aussi avec Françoise tout à l'heure dans le prochain débat, mais la culture, elle a changé d'idéologie presque. Et quelque chose qui était possible dans les années 50, dans les années 60, interprété comme une culture de proximité, c'est-à-dire essentielle et vitale, aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, elle paraît, cette culture que vous faites au quotidien, elle paraît beaucoup plus compliquée, plus difficile, plus artisanale. Et c'est aussi une définition du pouvoir qui existe aussi, je crois, dans le domaine de la culture, et c'est ce dont on souffre dans ces journées tourmentées que nous vivons aussi. C'est qu'effectivement, le pouvoir hiérarchique, le pouvoir vertical, tout ce qui a été horizontal, mais ça nous prendrait beaucoup de temps, tout ce qui a été horizontal, tout ce qui a été du tissu associatif a été éradiqué lentement mais sûrement. Personnellement, je trouve que c'est très dangereux pour le vivre ensemble de notre société. Mais voilà, vous avez très bien parlé. Alors Jean-François, c'est votre parti, vous, l'opéra. Mais c'est vrai qu'on a besoin de vous, et vous êtes en périphérie du monde de la culture, et on vous traite comme ça, et vous êtes déconsidérés parce que pas presque plus utile. Enfin, c'est terrible, hein, mais c'est vrai hélas, tout ce que vous venez de dire. Moi, j'aimerais simplement dire quelque chose parce que nous justement, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, il n'y a rien, et
Et ce qu'on veut faire dans le contenu et la programmation de ce lieu, c'est de mélanger l'émergence à l'excellence. Et l'émergence, elle commence quand on est tout petit et qu'on n'est pas connu. Et nous, on a vraiment envie de défendre de jeunes artistes. C'est ce qu'on fait dans la programmation de la première saison, en faisant venir des musiciens de jeunes interprètes qui sont diplômés, qui jouent merveilleusement bien, mais qui n'ont pas encore la reconnaissance que les plus grands ont. Et moi, je trouve ça assez fabuleux de voir que depuis tant de décennies, vous portez, et vous nourrissez et vous guidez de jeunes talents qui un jour deviendront connus. Et nous, on aime ça. On aime l'idée de pouvoir faire se rapprocher l'excellence et l'émergence. Et l'émergence, elle commence où ? Elle commence peut-être chez vous aussi. Donc la Scala, c'est aussi un lieu où on a envie de faire ces expériences-là.